Elle a été élue deuxième pire ville de France suite à un sondage que j'avais organisé sur Instagram, mais justement je me trouve à Saint-Étienne pour voir si vous n'avez pas été un peu dur. La Loire est un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous en doutez, il tire son nom du fleuve qui le traverse du sud au nord sur plus de 100 km. Mais attention, il s'agit du plus long fleuve s'écoulant entièrement en France, et le département de la Loire ne doit pas être confondu avec la région des Châteaux de la Loire, qui se trouve plutôt au nord-ouest du pays. Je préfère vous le préciser parce que beaucoup de gens font l'amalgame. Mais revenons-en au sujet de cette vidéo, la ville de Saint-Étienne. Avec à peu près 175 000 habitants, elle se classe en 14e position des villes les plus peuplées de France, tandis que sa métropole compte plus de 400 000 habitants, ce qui en fait la deuxième plus peuplée d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dès le XVe siècle, la ville se développe autour d'un important centre de production métallurgique, et la présence de gisements houillers va également renforcer le développement industriel de la région jusqu'au début du XXe siècle. Mais dès les années 70, c'est l'inverse qui va se produire avec la désindustrialisation. En 40 ans, Saint-Étienne va perdre plus de 20% de sa population, ce qui lui vaudra cette image de ville en déclin. Sauf que cela fait déjà un petit moment que Saint-Étienne a justement misé sur la diversification économique et la créativité pour rompre avec cette image. Grâce à sa cité du design, son école supérieure d'art et de design et sa biennale internationale, elle est aujourd'hui la seule ville de France à avoir intégré le réseau des villes créatives UNESCO pour ce domaine artistique. On y trouve également un musée d'art moderne et contemporain, riche de la deuxième collection en France après le centre Pompidou. Nous avons aussi eu la chance de découvrir l'impressionnante galerie Cesson et Bentière, qui défend notamment les artistes du mouvement Support Surface et qui est aujourd'hui l'une des plus grandes de France, avec des espaces d'exposition répartis sur 800 m². Vous l'aurez compris, Saint-Étienne surprend aujourd'hui par la richesse de son offre culturelle, et ce ne sont pas les seuls projets qui ont permis à la ville de se réinventer. D'anciens sites industriels sont aujourd'hui réinvestis, comme le Puy Couriot, qui, au-delà de son musée de la mine, accueille les désormais célèbres guinguettes de Couriot sur la saison estivale et des manifestations ponctuelles le reste de l'année. Ou encore l'ancienne manufacture d'armes qui abrite entre autres la fabuleuse cantine. Un des objectifs de la fabuleuse cantine, autant à Saint-Étienne et sur ses autres tiers-lieux, c'est d'être emblématique en fait d'une économie régénératrice, autant sur l'alimentation que sur les lieux dans lesquels elle est implantée. Aujourd'hui, on est dans le cœur du bâtiment des forces motrices, au cœur de la cour centrale du quartier de la manufacture, et c'est un lieu stratégique et qui représente très bien ce qu'on a envie de représenter. Notre bar est conçu avec des anciennes pièces de la manufacture d'armes. On a tout ça qui est représenté au transfo. On peut voir les tunnels d'où partait l'alimentation en électricité, et c'est très important pour nous de pouvoir être dans un lieu qui est très emblématique et chargé d'histoire. Vous l'aurez compris, après plusieurs années compliquées, de nombreux Stéphanois mettent aujourd'hui leur audace et leur créativité au service du renouveau de la ville. Mais est-ce suffisant pour démonter l'idée selon laquelle il n'y a rien à faire ? Pour ce qui est de la vie nocturne d'abord, il serait difficile de juger en seulement quelques jours passés sur place, mais nous avons eu le plaisir d'assister à un concert au Solar, la scène de jazz locale. D'expérimenter la riche programmation de la fête de la musique grâce au foisonnement d'artistes locaux. Ce qui est bien à Saint-Étienne, c'est qu'à seulement une demi-heure de bus du centre-ville, eh bien, tu peux accéder aux gorges de la Loire. Vous voyez cet espace magnifique derrière moi. Tu peux y pratiquer des activités aquatiques, te baigner, etc. Donc ça, c'est quand même un vrai luxe. Petite précision quand même sur le bus, ça ne marche que l'été et les week-ends de juin. Et vous savez quoi? Eh bien, je vais faire un petit tour de kata. Les amis, on a dû se faire une petite ascension quand même d'une demi-heure assez raide, c'était un peu physique.
Mais franchement, ça valait le coup, comme vous pouvez le voir derrière nous. La vue est absolument délicieuse. Et il n'y a pas que la vue qui est délicieuse, puisque là, on va se faire un petit apéro. Un moment simple, mais très agréable, comme on les aime. Bon, on avait une rando VTT prévue, mais malheureusement la météo on a décidé autrement. Mais heureusement, on va pouvoir extérioriser notre frustration avec un peu de lancer de hache. Alors évidemment, ce serait criminel de passer à Saint-Étienne sans aller au stade Geoffroy-Guichard, qui est vraiment l'un de ceux où il y a le plus d'ambiance. Et en plus de ça, il y a une super brasserie et un musée pour découvrir un peu toute l'histoire du club. Mais avant ça, je vous propose une petite immersion dans l'ambiance du showroom. Et ce qui est intéressant avec le fait d'avoir un club historique et un grand stade de plus de 40 000 places quand même, c'est que ça permet d'accueillir des événements sportifs d'envergure, comme par exemple la Coupe du Monde de rugby, avec 4 matchs et notamment l'accueil de l'équipe d'Australie. Et pour ceux qui cherchent des activités un peu plus calmes, rendez-vous au musée d'art et d'industrie. Vous l'aurez compris, Saint-Étienne est donc loin d'être une ville ennuyeuse, et nous avons pu y découvrir de nombreuses activités sportives et culturelles, mais pour reprendre des forces, la gastronomie locale est-elle suffisamment riche ? Bon alors Benjamin, pourquoi tu m'as fait mettre ce tablier là ? Je t'ai fait mettre ce tablier parce que c'est pour te faire découvrir la râpée, qui est la spécialité culinaire stéphanoise. Et tu as mis ce tablier parce que tu vas venir la préparer avec moi en cuisine. Ah d'accord, je vais pas juste la déguster, il faut que je mette la main à la pâte. Ah bah non, c'est quand même plus sympathique de découvrir comment ça se prépare avant de déguster. D'accord, tu me fais bosser toi. Ouais, exactement, c'est ça. Allez, on y va. Allez, go. Donc principalement, ce qu'il faut faire, on va casser des œufs. Ouais. On va mettre un peu de farine, un peu de sel, un peu de poivre, mélanger avec les pommes de terre et ça nous aura notre base. Parce qu'on va rajouter un peu de pois chiches, un peu de noix et on le servira avec une petite sauce que normalement ça se sert traditionnellement avec ce qu'on appelle le sarrason. Je te laisse attaquer, il faut casser les œufs en premier. Ça va, c'est dans mes cordes. C'est bon, c'est dans les cordes. Ouais. Allez, bah, je te laisse, écoute, je commence. De louper, hein. Vas-y, moi je vais râper deux côtés de l'ail. Il faut qu'on ait à peu près l'aspect d'une omelette, tu vois, faut vraiment que les jaunes soient bien mélangés. On va rajouter la petite purée d'ail que j'ai préparée ici. Hop là, les petites pommes de terre qui sont là. On va pas tout mettre sûrement parce que, hop. On va rajouter un peu de farine et on va pouvoir mélanger un petit peu. Alors ça, on va rajouter ça, c'est des fans de carottes. Donc ça, on a clairement ici, typiquement, la base de la râpée. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apporter un petit côté qui fait voyager. On va rajouter un peu de pois chiches et des noix. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose là. Ouais, exactement. Écoute, on va rajouter, tu vas avoir un peu de farine de maïs qui va venir faire comme de l'amidon. On va pouvoir passer à la cuisson. Alors là, on a notre huile qui est bien chaude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler les différents éléments et on va venir les déposer. Et tu vas entendre le bruit tout de suite, tu vois. Eh oui. Voilà, faut que ça se saisisse et on va venir combler la poêle au fur et à mesure. Ah, tu remplis la poêle carrément. C'est ça. On fait une grosse râpée après qu'on portionnera en petits morceaux. Ok. Mais à la base, c'est une grosse galette. Il faut qu'elle soit bien garnie, tu vois. Donc là, on va laisser tranquillou comme ça pendant un petit moment, jusqu'à ce que tout ça se soude. Et on verra ensuite à la couleur, le changement va commencer à apparaître en haut, on verra un changement de couleur et on saura que là, on pourra commencer à imaginer la retourner. Quand je passe par dessous, avec la petite spatule, tu vois, Ouais. elle a formé un bloc. Donc là, ça veut dire qu'on peut la retourner. Donc on va faire comme ça, hop, attention, 3, 2, 1. Et hop là. C'est beau. Voilà. C'est bien doré. Et voilà, tac. Et maintenant, on laisse que la deuxième partie comme ça. Ouais, voilà, il faut que ce soit très doré comme ça. Ouais. Faut que ce soit croustillant sur le dessus et fondant à l'intérieur. Et... C'est là toute l'astuce de la râpée. Ouais. Donc voilà, là on a, notre petite râpée, on va lui laisser le temps d'atteindre la même couleur de l'autre côté, puis on refera d'autres fournées et après il y aura... Et là déjà comme ça, là ça donne envie. Merci. Je te le dis. Ah, merci. En se baladant dans le centre-ville, on découvre aussi que Saint-Étienne abrite un savoir-faire qu'on pensait réservé aux Suisses ou aux Belges, la fabrication du chocolat. Afin d'éviter aux bateaux qui transportaient le charbon jusqu'à Nantes de revenir à vide, les cales étaient remplies de cacao. Si bien qu'il y eut plusieurs dizaines de chocolatiers à Saint-Étienne jusqu'au début du XXe siècle.
Aujourd'hui, de grandes maisons comme la chocolaterie Weiss font perdurer ce savoir-faire artisanal. Autre information surprenante, Saint-Étienne était également une ville de café. Depuis le XVe siècle, la ville s'est développée grâce au travail du fer et a notamment accueilli un nombre significatif de fabricants de moulins à café. Ces objets rares et uniques étaient destinés aux grandes familles de la haute noblesse française. Cependant, il est essentiel de souligner aussi l'importance de la torréfaction. Au début du siècle dernier, de délicieux arômes de café embaumaient encore les rues stéphanoises. Aujourd'hui, quelques artisans torréfacteurs perpétuent cet héritage. La gastronomie de la région stéphanoise a donc de quoi surprendre, mais cette variété s'observe-t-elle également dans le patrimoine ? Commençons par le centre-ville de Saint-Étienne et la place Jean Jaurès, véritable cœur battant de la commune. Entourée d'une atmosphère vibrante et d'une architecture qui mêle le contemporain et le traditionnel, la place Jean Jaurès incarne l'essence même de la convivialité stéphanoise. Sa majestueuse fontaine, son kiosque à musique classée, ses nombreux cafés animés et sa cathédrale Saint-Charles-Borromée de style néo-gothique en font un lieu de rencontre et d'échange incontournable. À une trentaine de kilomètres de là, un édifice aux allures de forteresse guerrière abrite en fait un charmant petit village. Marqué par 500 ans de présence monastique, de nouveaux habitants ont finalement investi les lieux, transformant cette retraite réservée à quelques privilégiés en un village vivant et ouvert aux visiteurs. Son histoire particulière et son ancien monastère donnent à la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret un charme et un cachet uniques, si bien qu'il fait partie des plus beaux villages de France depuis 1982. Plus à l'ouest, un autre village de caractère se dresse fièrement sur les monts du Forez. Cette jolie cité médiévale surprend par son charme et son authenticité. Au-delà de son patrimoine parfaitement restauré, Marolles accueille aujourd'hui de nombreux artistes et c'est également le point de départ de plusieurs jolies randonnées. Certaines d'entre elles pourront notamment vous mener jusqu'à Montarcher, autre petit bourg qui possède un patrimoine remarquable et offre un panorama exceptionnel à 360 degrés sur le Velay et le Forez. Si on écoutait Instagram, Saint-Étienne serait donc la deuxième pire ville de France. Et pourtant, ce séjour nous a permis de découvrir une ville qui, après quelques années compliquées, a su se réinventer en développant son offre culturelle et grâce à l'énergie créative des Stéphanois. En outre, le département de la Loire offre un magnifique terrain de jeu qui ravira petits et grands, que ce soit pour les activités de plein air ou les découvertes du patrimoine ligérien. Et puis au risque de me répéter, voyager de façon plus locale est essentiel si on veut relever le défi climatique. Or nous avons la chance de vivre dans un pays exceptionnel qui saura certainement satisfaire vos envies de dépaysement sans avoir besoin de partir à l'autre bout du monde. Donc vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo ne doit pas être pris au pied de la lettre. Parce que le meilleur moyen de se faire son propre avis sur une destination, eh bien, ça reste avant tout d'y aller.